Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Alexandre Malafaille et avec Gilles Boutin pour évoquer l'actualité. Elle est bien sûr aussi internationale, l'actualité avec ce Donald Trump décidément qui change d'avis toutes les 5 minutes. Hier, souvenez-vous, il lançait le slogan MIGA, Make Iran Great Again, et aujourd'hui il dit faut surtout pas changer de régime. Et puis surtout, il y a eu cette affaire de cessez-le-feu imposé par les Américains, disruptif quand on sait que à son arrivée au pouvoir et toute la campagne de Donald Trump en 2024 a été de celui qui ne voulait plus être le gendarme du monde. Le voilà qui à nouveau prend la parole, à nouveau décide, à nouveau ordonne. Écoutez Donald Trump parler de cette rupture du cessez-le-feu. Il a pris la parole ce matin avant de prendre l'avion pour le sommet de l'OTAN. Dès que nous avons conclu l'accord, Israël a largué une quantité de bombes comme je n'en avais jamais vu auparavant. C'était les frappes les plus lourdes que j'ai pu constater, donc je ne suis pas satisfait d'Israël. Vous savez, lorsque j'annonce un cessez-le-feu de 12 heures, vous ne pouvez pas sortir dans la première heure et leur envoyer tout ce que vous avez. Donc je ne suis pas content, je ne suis pas non plus satisfait de l'Iran, mais je suis véritablement mécontent de l'action d'Israël. Nous avons là 2 pays qui se battent depuis si longtemps et si durement qu'ils ne savent même plus ce qu'ils foutent. Vous comprenez ? Voilà, très très énervé. Et ensuite, il y a eu une autre prise de parole qu'on écoutera tout à l'heure. Gilles Boutin, cette déclaration de Donald Trump. C'est un exemple de mégalomanie, comme on ne pensait pas en voir. Mais je pense que aussi cette guerre vient nous confirmer à quel point Donald Trump n'a aucune ossature idéologique. Comme vous l'avez rappelé, dans la même journée, il était capable de changer de position, simplement au gré de l'évolution sur le terrain, ouais. Et également, peut-on supposer, des discussions qu'il a eues avec les différentes personnes. C'est toujours la question de quelle est la dernière personne à avoir quitté le bureau ovale. Mais autant sur les droits de douane, tout ça, on a bien compris qu'il y avait un jeu, que c'était un businessman, que c'était un homme d'affaires, il faisait monter les enchères. Mais là, il s'agit quand même de la vie de gens, quoi, de changer des régimes ou pas, de faire un cessez-le-feu ou pas. Et là, il change d'avis diamétralement. Oui, mais je pense qu'il est tiraillé entre sa grande fascination pour les hommes puissants, dont il sait qu'il fait partie, mais où il aimerait partager un peu plus l'audace. Par exemple, d'un Vladimir Poutine, dont il a dit qu'il était extrêmement astucieux, il avait utilisé le terme savvy, c'est-à-dire un mélange d'intelligence et d'audace lorsqu'il avait envahi l'Ukraine. Il est aussi, je pense, fasciné par d'autres coups d'audace, les coups d'audace légitimes pour le coup, quand les Israéliens font en sorte de détruire l'appareil du Hezbollah, et également avec de s'en prendre aux Iraniens. Et il est donc tiraillé entre cette fascination pour la puissance et la capacité à exécuter quelque chose, un plan, de la même manière qu'il signe des directives à tout va. Et dans le même temps, il est tenu par les institutions américaines, par la démocratie, par les adultes, si tant est qu'il en reste encore autour de lui, mais les adultes dans la pièce, comme on dit. Et donc il aimerait bien, mais il est empêtré, je pense, et il a une approche assez adolescente, je dois dire, des capacités qui sont entre ses mains. Alexandre Malafaille, est-ce que vous avez la même vision que camarade Boutin du Figaro ? Je serais un peu moins dans le domaine de la psychanalyse du camarade Trump, mais moi je crois qu'en fait, il est sincère quand il dit qu'il veut pas faire la guerre dès le départ. Il l'a montré sur son premier mandat. C'est pas son chemin de vie, c'est pas sa façon de faire. Alors, comment vous expliquez l'accompagnement avec le bombardement? Mais moi, je pense qu'on peut l'expliquer très bien. Il a consacré ses premiers mois de mandat à essayer de faire des deals sur toute une série de sujets compliqués. Ouais. Il s'est rendu compte des limites, notamment avec la Russie et l'Ukraine, de cette capacité-là. Ensuite, le dossier israélien a évolué dans des proportions absolument extraordinaires. Et là, il a dit, bon, là, je peux pas rester inerte. Je suis obligé de faire quelque chose, parce que ça devient très grave. Et peut-être qu'il a pris lui aussi la mesure de la problématique de cet Iran nucléaire. Et il se souvient lui aussi que les Américains ont tracé des lignes rouges, la fameuse ligne rouge de Barack Obama avec la Syrie. On a vu ce qu'il en a résulté à la force de pas faire les choses. Et donc là, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Et il a trouvé... Il a fourni en fait un outil
Oui. Que les Israéliens n'avaient pas. Exactement. Pour pouvoir frapper en profondeur et notamment à Fordo. Voilà, mais il fallait le faire avec une certaine finesse. Alors, en effet, sans doute en ajustant le tir, si je puis dire, avant de taper, mais sur le plan de je fais comment et j'entretiens le suspense, mais la voie était très étroite. Parce que il fallait faire le strict nécessaire, mais quand même le nécessaire pour que ce soit efficace, pour mettre le nucléaire iranien KO, semble-t-il, sinon je pense que ça continuerait. Là, récemment, ils ont dû mettre un vrai coup d'arrêt, voire un coup fatal au programme nucléaire. Il fallait le faire sans que la Chine se sente obligée de remonter au créneau. Il fallait le faire sans provoquer l'embrasement avec le détroit et le blocage avec le terminal qui est de Karg, etc. Donc, la nation arabe n'était pas totalement favorable à cette intervention. Son propre camp n'était pas favorable. Son entourage n'était pas favorable. Donc, il fallait pas se planter. Donc, il jouait très, très gros sur ce coup-là. Et là, pour le coup, pour ça qu'il est en colère ce matin, c'est que là, il impose un cessez-le-feu. Globalement, il a créé les conditions de dire maintenant, là, c'est réglé. Donc maintenant, on arrête. Ça repart. Il dit si jamais les Iraniens le prennent au mot en prenant le risque du kamikaze, il dit tant pis, on va se faire défoncer, mais on va faire perdre la face au président américain. Il se passe quoi ? Il est obligé de remettre une pièce dans la machine. Bien sûr. Et là, c'est très très grave pour lui, parce que là, pour le coup, il veut pas aller plus loin, parce qu'il en a les moyens. Mais on sait donc comment. Tout ça est savamment calculé. Moi, je pense qu'il a très bien joué. Il a eu peut-être de la chance, mais je dirais chapeau l'artiste. On peut pas en permanence dire qu'il fait pas le job ou qu'il est immature. C'était sans doute très compliqué et il fallait les avoir, pardonnez-moi, vraiment bien accrochés pour faire ce qu'il a fait. Je suis d'accord que c'était compliqué et ça se voyait justement dans toutes ces hésitations. On voyait à quel point cet homme qui se présente comme extrêmement décidé était face à un vertige. C'est-à-dire que quand il disait peut-être que je vais y aller, peut-être que je vais pas y aller, enfin c'était surréaliste comme moment. Et toute cette succession et puis même ce moment où ensuite il se prend à croire à un changement de régime en disant Make Iran Great Again. Tout ça témoigne que il ne savait pas spécialement où les choses allaient. Et en revanche, là où je vous rejoins, c'est que il a à sa disposition des outils et notamment des plans qui sont prévus de longue date. De longue date, ouais. Donc ce Absolument. scénario de frappe, il était sur l'étagère, si j'ose dire. Il n'a eu qu'à se servir et à le choisir. De toute façon, un président américain n'a pas 36 000 options qui se présentent à lui. En tout cas, il a choisi, savoir. mais au mépris de ce que pensait sa garde rapprochée, que ce soit Pete Hegseth ou J.D. Vance. Donc, en tout cas, il y est allé. Je vous propose d'écouter Donald Trump qui... alors, encore une fois, pour prolonger ce que vous dites, il a lancé le slogan MIGA hier. Et ben aujourd'hui, il dit non, on va pas changer de régime des mollahs puisque ça provoquerait le chaos. Je ne veux pas de changement de régime, je souhaite juste que la situation se calme le plus vite possible. Les changements de régime entraînent du chaos et idéalement nous ne voulons pas de chaos. Les Iraniens sont de bons hommes d'affaires, ils ont beaucoup de pétrole donc ils devraient être capables de tout reconstruire. Ils n'auront jamais l'arme atomique mais ils peuvent faire du bon travail. À moins, Alexandre et Gilles, qu'on ait mal compris. C'est-à-dire que hier, on se disait, peut-être qu'il va prolonger cette affaire avec les Israéliens, alors que, encore ce soir, le chef d'état-major d'Israël, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que l'opération n'est pas terminée, que la campagne israélienne contre l'Iran n'est pas terminée. Oui, il y a un cessez-le-feu, mais la campagne n'est pas terminée. Le job n'est pas terminé. Donc, peut-être que hier, on s'est dit, du coup, il va les accompagner. En fait, pas du tout. Il dit, ils vont se débrouiller. Et les Iraniens, s'ils veulent changer de régime, ils le feront, mais ils le feront tout seuls sans moi. Ouais, c'est de la pression. Alexandre Quand Malafay. il déclare ça, c'est une forme de mettre de la pression supplémentaire sur le régime pour créer les conditions, peut-être de la négociation qui fait qu'au bout du compte, les Iraniens disent bon, ok, on lâche l'affaire, parce que il a en effet les moyens d'être extrêmement plus offensif et d'être beaucoup plus destructeur que ne l'ont été les Israéliens depuis 12 jours. Après, lui, il y a 2-3 jours, il disait. Je vais peut-être éliminer Khamenei, mais pas tout de suite. Mais là encore, c'est de la négo, c'est de la pression, c'est de l'intimidation. Il joue, entre guillemets, il joue très bien sa partie. Je serais à sa place, je ferais globalement la même chose, je soufflerais le chaud et le froid. Vous aimeriez bien être à sa place. Ah oui, vous y pensez bien, bien sûr. Le matin, le soir. Président Malafay. Voilà, aujourd'hui, sur les trois, on en a deux qui savent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire Donald Trump est assez explicite dans l'immédiat, je vais dire. C'est-à-dire que si jamais la situation évoluait sur le terrain, il se reprendrait à rêver d'un changement de régime. On peut le supposer. Mais là, il sait ce qu'il veut. Il veut la paix, il veut que ça reprenne, il veut faire du business avec les Iraniens, apparemment. Oui. Abstraction faite. Vous avez vu ça ? Il y a des très bons hommes d'affaires iraniens. Mais le régime, l'argent n'est jamais loin. Abstraction faite du programme destructeur de l'Iran à l'égard d'Israël et plus largement de l'Occident. Donc ça, c'est assez comique, dirons-nous. L'Iran, je pense que, le régime iranien, s'en tire à bon compte, parce que faut quand même voir
Ils ont perdu à peu près tous leurs proxys. Il y a que les outils qui sont à peu près préservés, et encore, ils se font frapper régulièrement. Ils sont pas passés loin du drame. Enfin, ils ont perdu toute leur capacité balistique en grande partie. Tous leurs leaders sont partis se sauver à la montagne ou à l'étranger. Donc, leur survie, ils en sont assez satisfaits. C'est-à-dire qu'effectivement, le leader aurait pu, l'ayatollah Khamenei aurait pu être tué. Ils s'en tirent pas trop mal. On voit pas de changement intérieur malgré les espoirs que ça a nourri parmi une partie de la population et de la diaspora iranienne. Et c'est ce qui nous amène finalement, on a envie de résumer tout cela, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, c'est le peuple iranien qui a eu une saute d'espoir et qui se retrouve à payer les pots cassés, c'est-à-dire qu'ils sont encore plus appauvris. L'avenir ne s'éclaircit pas et peut-être que ça reprendra dans 10 ans à nouveau. Quand une fois qu'Israël aura décidé à nouveau que l'Iran a repris de la puissance. Ce qui est certain, c'est que peut-être que soit Israël d'un côté ou les États-Unis de l'autre se disent de toute façon, le régime est suffisamment affaibli, comme un arbre qu'on a coupé aux 2 tiers, il finira par tomber. La pression, il y a déjà eu des révoltes, il s'est quand même pas passé rien depuis 12 jours. Le nombre d'infrastructures, le nombre de chefs, le nombre de sous-chefs, voilà, ça va être quand même compliqué pour le régime de se remettre à fonctionner, même si la terreur fonctionne en revanche très bien. Ce qui est en revanche certain, c'est que les Iraniens ne voient pas ce que nous voyons. La très grande majorité du peuple iranien n'a pas du tout la perception du conflit, de la guerre et de ce qui s'est passé, et même la façon dont le deal s'est opéré avec les Américains, la façon dont finalement les bombardements d'hier ont touché des bases américaines mais sans faire de dégâts. Mais ça, ils ne voient pas. Eux, ils voient les missiles décoller. Ils n'ont pas accès aux mêmes images, ils n'ont pas accès aux mêmes médias, sauf pour une petite partie d'entre eux. Donc la dissémination de ce qui s'est vraiment passé prendra sans doute du temps, mais j'allais dire que peut-être c'est un peu la chance pour le peuple iranien, c'est que le verre, pour le coup, est peut-être vraiment dans le fruit, que peut-être dans quelques semaines, quelques mois, en poussant un peu, sans forcément faire ce qu'ont fait les Israéliens de manière extrêmement brutale depuis 12 jours, l'arbre iranien de ce régime des Mollahs finira peut-être par tomber.